En 2017, dans une ville de l'Ohio, un homme est retrouvé mort dans son domicile par son meilleur ami. Qu'a-t-il pu se passer? Est-ce que c'est l'œuvre d'un rôdeur ou bien le coupable est-il plus proche qu'on ne le pense? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Le 7 mai 2017, David Kinney se rend chez son meilleur ami, Brad McGarry, accompagné de sa femme et de sa fille. Ils arrivent à son domicile situé à Bel Air, dans l'état de l'Ohio, vers 18h. S'ils se sont déplacés jusqu'à chez lui, ce n'est pas que pour le voir, mais aussi pour lui rendre un coupe-bordure que Brad leur avait prêté. Ils frappent à la porte du bar, au niveau du sous-sol, mais aucune réponse ne leur parvient. La porte du haut n'est pas verrouillée, alors la famille entre à l'intérieur du domicile en appelant Brad. Quelque chose semble s'être passé. La maison est complètement retournée. Ce n'est pas seulement un peu de bazar dans le domicile, mais un fouillis total. David s'aventure jusqu'au sous-sol et il entreprend de descendre les marches tout en continuant d'appeler son meilleur ami. Après avoir descendu les escaliers, il fait face à une vision cauchemardesque. Brad est sans vie, allongé au sol, face contre terre, et une flaque de sang encercle son corps. David hurle à sa femme d'appeler les urgences et elle passe l'appel vers 18h15. Elle est en panique, elle leur indique que le meilleur ami de son mari est décédé, allongé dans son sous-sol. Les policiers se rendent sur place et demandent à la famille de rester à l'extérieur. Les forces de l'ordre arrivent au domicile de Brad et ils constatent à leur tour qu'il a perdu la vie et pas de façon naturelle. Il a reçu des coups de feu au niveau de l'arrière de sa tête à 2 reprises avec une arme de calibre 22. Ils sortent interroger le couple pour essayer de mieux comprendre la situation et Brad et sa femme leur expliquent le déroulement des faits dont on a parlé juste avant dans la vidéo. Le mari ajoute qu'il a tenté d'appeler Brad dans l'après-midi mais qu'il n'avait pas répondu. C'est pourquoi ils se sont rendus directement à son domicile pour voir s'il était là et pour pouvoir lui rendre son outil. David est complètement dévasté par la vision de son meilleur ami décédé et a beaucoup de mal à parler sans se mettre à pleurer. Il témoigne que lui et Brad sont très proches depuis 8-9 ans, au point où ses enfants l'appellent Oncle Brad. Ils passaient les fêtes de fin d'année ensemble et ils devaient même partir avec eux en vacances cet été. Les policiers inspectent le domicile et le sous-sol. Leur premier questionnement est de savoir s'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide. Assez rapidement, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune arme présente sur les lieux. Sans arme présente, cela signifie que quelqu'un l'a prise avec lui et que donc il s'agit d'un homicide. Il retourne interroger le couple afin de savoir si Brad a des ennemis, quelqu'un qui lui voudrait du mal. Il n'y a pas quelqu'un en particulier, mais David se rappelle de la dernière relation que Brad a eue avec un homme nommé Scott. Il explique que lui et Scott ne sont plus ensemble, mais que ça s'était pas fini de façon cordiale et que c'était un peu houleux entre eux. Les policiers tentent d'en apprendre plus sur Brad et sur sa vie pour comprendre ce qu'il a pu se passer. Brad McGarry était un homme de 43 ans qui travaillait sur un chantier minier. Mais il avait également un diplôme en cosmétologie et il travaillait parfois en tant que coiffeur. Il est décrit par ses proches comme un homme gentil, affectueux, créatif et qui aime les gens. Le jour de sa mort, il était avec sa famille dans le comté de Monroe pour un déjeuner familial avant de rentrer chez lui dans l'après-midi. Dès le début de l'enquête, plusieurs pistes se proposent aux inspecteurs. Celle du suicide, mais qui a été rapidement abandonnée vu qu'il n'y a aucune arme découverte sur place. Celle d'un vol qui aurait mal tourné, au vu de la maison qui a été complètement retournée. Celle de l'ancien petit ami Scott et celle d'un crime de haine, d'un crime homophobe. La théorie du vol qui aurait mal tourné, elle est rapidement mise de côté à cause justement de l'état du fouillis. En y regardant plus près, ça ne colle pas. Ça ressemble à une mise en scène, ça manque de réalisme. D'autant plus que de nombreux objets de valeur sont restés intacts dans la maison. Il y a des objets électroniques de valeur comme des téléphones, une télévision, il y a aussi de l'argent liquide visible pour quelqu'un qui serait rentré dans la maison. Brad était un collectionneur d'art, il avait accumulé beaucoup d'objets de valeur avec le temps et là non plus, rien n'a été subtilisé. Il reste l'hypothèse de l'ancien petit ami à explorer et ils parviennent facilement à le retrouver car celui-ci est en prison pour ne pas avoir respecté sa liberté conditionnelle.
Les policiers se rendent en détention pour lui parler, et lorsqu'il lui annonce la mort de Brad, Scott est déboussolé. Il semble vraiment atteint par cette nouvelle. Au fil de la discussion, les policiers viennent à conclure que Scott n'avait aucune raison pour vouloir attenter à la vie de Brad, et ils mettent l'hypothèse de l'ex-petite amie de côté. Alors qu'ils sont toujours en train d'enquêter, un autre homme se fait tirer dessus pas très loin du domicile de la première victime. Les inspecteurs envisagent qu'il s'agit du même agresseur. Mais assez vite, cette hypothèse tombe à l'eau lorsqu'ils remarquent que l'arme utilisée est différente et que le coupable du dernier meurtre n'a absolument aucun lien avec Brad. Les policiers continuent d'interroger les proches de la victime et un de ses cousins dont il était très proche leur confie qu'après le déjeuner familial, Brad devait retrouver un homme nommé DJ et qu'il est parti vers 13h30 pour retourner chez lui. DJ et Brad avaient une relation cachée depuis plusieurs années. Elle n'était pas secrète sans raison car ce DJ était un homme marié qui n'était pas prêt à révéler son homosexualité. Le cousin révèle alors que le vrai nom de DJ est un nom que vous connaissez déjà, David Kinney, le meilleur ami de Brad. Cette révélation est un choc pour les policiers. David n'a jamais parlé d'une relation autre qu'amicale entre eux et, encore plus troublant, il est la personne qui a découvert le corps. Ils en apprennent un peu plus sur cette relation et découvrent qu'elle dure depuis des années, lorsqu'ils se sont rencontrés à la mine où ils travaillaient. Avec le temps et les sentiments qui sont développés, la situation devenait invivable pour Brad. Il l'aimait et il voulait qu'ils soient libres d'être ensemble, d'être un vrai couple. Au cours des années, il a demandé à David de quitter sa femme, mais celui-ci refusait. Lorsque Brad tentait de mettre fin à la relation, David revenait et Brad avait le sentiment qu'il se servait de lui. Il n'arrivait plus à supporter la situation. Il lui avait mis de plus en plus la pression pour qu'il avoue tout à sa femme, le menaçant de révéler des preuves qu'il avait conservées sur son téléphone, mais l'homme marié refusait. David passe du statut de témoin à celui de suspect, avec en plus un mobile. Bien sûr, après tout ça, il est convoqué au poste de police pour y être interrogé. Dès son arrivée, il lui est demandé s'il accepte de confier son téléphone pour qu'il soit examiné. Il y consent. Pendant que l'un des policiers l'interroge, l'autre explore les données du téléphone. Dans celui-ci, il retrouve des messages effacés confirmant que leur relation n'était pas qu'amicale et que Brad en avait marre de cette relation. Mais la preuve la plus importante se trouve au niveau de sa géolocalisation. Celle-ci place David au domicile de Brad vers 15h. Or, il n'est pas censé être là-bas avant 18h lorsqu'il s'y est rendu avec sa femme. Entre-temps, les inspecteurs ont pu visionner des enregistrements de surveillance vidéo de la rue qui leur permettent de voir le passage des voitures pendant cette journée. Et effectivement, sur les enregistrements, ils aperçoivent la voiture de David passer dans la rue à 13h59. Brad conduit depuis le comté de Monroe et arrive chez lui à 14h55. À 15h11, David passe à nouveau devant la caméra. Il part de chez son ami pour rentrer chez lui. C'est une énorme preuve pour les policiers et ils vont s'en servir pendant l'interrogatoire. Au début de celui-ci, David pleure. Il continue d'affirmer que Brad est son meilleur ami et qu'ils sont extrêmement proches. Le policier qui l'interroge tente de le pousser plus loin en le questionnant sur leur relation. Il admet avoir eu des relations sexuelles avec lui des années plus tôt. Mais il décrit ça comme le fait de s'amuser ensemble, de faire une idiotie. Il est temps de lui exposer les preuves en leur possession. Pourquoi son téléphone le situe chez Brad à cette heure-là? Acculé, David donne plusieurs versions pour tenter de se justifier. Dans un premier temps, il confirme qu'il était là-bas, mais que son ami n'était pas là, il est parti avant son retour. Sauf que ça ne tient pas puisque les caméras montrent qu'il est parti après que Brad soit rentré chez lui. Vient alors une autre version. Oui, il était présent, il a assisté au meurtre, mais il n'est pas le responsable. Un homme inconnu a pénétré dans le logement et a abattu son ami devant ses yeux avant de s'enfuir. Il a eu peur des représailles, alors il n'a pas appelé la police et il s'est enfui. Le policier ne croit pas à cette seconde version et il le pousse plus loin dans ses retranchements. Face aux preuves exposées, David donne sa dernière version des faits. Brad et lui avaient bien une relation secrète, mais ils ne voulaient pas la même chose, ils n'avaient pas les mêmes attentes. David voulait arrêter cette histoire, mais lui ne l'acceptait pas et menaçait de tout révéler à sa femme. Il est allé chez lui le 7 mai pour lui parler et lui dire qu'il fallait que tout ça s'arrête. Lorsque Brad est rentré, ils ont eu une dispute. Et celui-ci a commencé à être violent physiquement et à s'énerver oralement. Brad s'est saisi d'un pistolet,
il a commencé à le menacer avec l'arme. David a eu peur pour sa vie et dans un mouvement de défense, il a réussi à le désarmer, mais son ami est revenu à la charge, alors pour se défendre, il a tiré. Là encore, cette version ne convainc pas. Déjà, à cause des expertises médico-légales qui montrent bien que le coup a été tiré derrière la tête. La victime ne faisait pas face à son meurtrier, mais elle était de dos. Et puis il y a aussi la mise en scène dans la maison, le fait que David ait pris le temps de maquiller son crime pour faire croire à un cambriolage. Ce qui perturbe les policiers encore plus, c'est de réaliser que David est revenu sur les lieux du crime avec sa femme et sa fille, en sachant très bien la vision d'horreur à laquelle elles auraient pu être exposées. David Kinney est arrêté et inculpé du meurtre de Brad McGarry. En février 2018, après 8 jours de procès, il est reconnu coupable de meurtre aggravé et il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Dans cette affaire, on retrouve deux situations qui se mêlent. Je m'explique. Il y a une relation adultère qui dure depuis des années et l'un des deux amants menace de révéler cette relation au conjoint officiel. En soi, c'est une situation que l'on retrouve dans plusieurs relations adultères, peu importe l'orientation sexuelle. Mais l'élément en plus ici, c'est le secret autour de la sexualité de David. Menacer quelqu'un de révéler son homosexualité n'est probablement pas judicieux car cela appartient à la personne de le faire. Mais après, aucun de nous n'était dans cette relation qui a quand même duré des années. On ne sait pas s'il y a eu des tentatives de l'aider à révéler la vérité d'une autre façon avant d'en arriver à cet extrême. Pour ceux qui visionnent mes vidéos depuis un moment, vous devez savoir que j'aime bien conclure mes vidéos avec une certaine réflexion sur l'affaire ou bien de faire de la prévention. Dans ce cas-là, il y a un point sur lequel j'aimerais apporter des conseils, mais je ne pense pas être la personne la mieux placée pour y répondre. Mon questionnement était dans ce genre de situation. Quelle est la meilleure façon d'aider une personne à s'accepter et de l'accompagner? Doit-on faire quelque chose ou bien au contraire, rester en retrait? Ce n'est pas une question ouverte pour amener un débat non constructif, mais s'il y a des personnes ayant connu une situation similaire et qui souhaitent partager leurs conseils, cela pourrait être important pour éviter que de tels drames se reproduisent. Mais bien sûr, toujours de façon respectueuse et bienveillante. C'est la fin de cette affaire et sur une note un peu plus positive vu que c'est la semaine de Noël, je tiens à vous souhaiter à tous de bonnes fêtes avec vos proches, votre famille, vos amis, vos animaux. Une pensée aussi pour ceux qui ne peuvent pas être ensemble cette année et à ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, cela m'aide également et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.